Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette deuxième journée de notre colloque Construire l'avenir, prendre soin du futur, quelle responsabilité de la recherche. Nous avons eu hier un très beau parcours que je vais tenter de résumer en quelques mots afin d'amorcer les échanges de cette matinée. Dans la première session, donc avec Pierre Cornu, Michel Grossetti et avec une superbe animation de Valérie Péan. Cette première session nous a entraînés dans un long voyage dans l'histoire longue du site toulousain et de la recherche agronomique. Pour construire l'avenir, il est essentiel de savoir d'où l'on vient, quelles sont les racines, de quoi nous sommes les héritiers, et aussi de comprendre comment ce que l'on peut prendre aujourd'hui pour acquis s'est construit dans un entrelac de nécessité et de contingence. Je pense que cette première session a vraiment illustré ces convictions de façon extrêmement profonde et convaincante. Elle a aussi montré qu'on ne peut pas comprendre l'existence d'un centre de recherche comme celui de Toulouse si on ne pense pas si on pense la décentralisation simplement comme un mouvement descendant, venant du centre et allant vers la périphérie. Il doit y avoir une complémentarité entre des forces locales et une volonté nationale. Tout comme on ne peut pas comprendre ces dynamiques sans saisir les complémentarités thématiques, mais aussi les complicités, souvent entre des hommes et des femmes, la construction des affinités entre donc les recherches de l'INRA, aujourd'hui de l'INRAE, et les forces du site. Tout cela se manifeste à partir des années 90 dans la construction des UMR, dans des réformes institutionnelles, et c'est beaucoup une affaire d'hommes, de femmes, d'infrastructures. Voilà. Donc, du coup, un grand merci pour cette mise en perspective qui était essentielle. La seconde session, recherche et construction des futurs, était organisée autour d'un dialogue entre Marion Guillou, donc une grande dirigeante de l'INRA pendant 12 ans, et Bernadette Benson-Vincent, historienne et philosophe, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire des sciences, évidemment, mais toute la question de la gouvernance des technosciences et des interactions entre sciences et société. Qu'est-ce que gouverner la recherche veut dire? Comment penser le moment de l'émergence de la biologie à haut débit en même temps que la nécessité pour la recherche de répondre aux grands défis? Que veulent dire ces transformations à la fois épistémiques et sur le rôle social de la recherche? Quelles leçons retenir de l'événement OGM pour le futur du débat sciences-société? Voilà, quelques questions que nous avons ouvertes. Et pour aborder, ce que je retiendrai, c'est que pour aborder les questions systémiques et multi-échelles auxquelles nous sommes confrontés, donc je retiens la nécessité qui a été affirmée, de mieux comprendre la construction espaces de coopération entre les sciences, et évidemment incluant les sciences de la matière et du vivant et les SHS, et espaces de coopération avec les parties prenantes. Également, pour ce faire, la nécessité de construire des compétences, le terme ingénierie a été énoncé, des compétences et une ingénierie de la compréhension entre les sciences et les parties prenantes. La troisième session était un véritable pari. Le comité d'organisation, dans le comité d'organisation, nous avions la conviction que pour traiter du futur, on ne pouvait pas le faire simplement en mobilisant les acteurs de notre génération. Il fallait, en un sens, donner la parole aux jeunes. Ce qui a été choisi, en fait, c'est de mobiliser des jeunes, donc des étudiants du lycée agricole d'Osville, du BTS du lycée agricole d'Osville, qui avaient préparé une série de questions qu'ils ont pu poser à
Philippe Mauguin, qui est actuellement donc, le PDG d'INRAE, et Nadia Pelfig, la vice-présidente recherche de la région. Donc, toute une série de questions sans tabou ont été posées. Comment rapprocher recherche et agriculture? Comment penser le futur de l'élevage? Peut-on penser une agriculture agroécologique sans élevage? Comment penser le futur de l'alimentation, notamment la place de l'alimentation carnée? Quel est le rôle de la région? Quelles sont les attentes d'une région vis-à-vis d'un institut de recherche agronomique? Voilà, je n'en ferai pas la liste, mais ce qui a été vraiment très saisissant, c'était la simplicité et la franchise de cet exercice. Et je pense que c'était vraiment un décalage par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire dans les colloques, qui a été vraiment très, très bénéfique. Je finirai en citant les capsules vidéo des étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan qui ont nourri nos échanges. On avait passé la commande aux étudiants de Purpan de construire des futurs souhaitables ou dystopiques, et ils ont produit des capsules vidéo donc, qui ont, pour ainsi dire, entrelardé nos échanges et qui ont produit des regards décalés et extrêmement stimulants. Et ces regards décalés et stimulants ont vraiment nourri nos discussions. Voilà, donc nous passerons maintenant à la seconde journée de ce colloque, avec une matinée qui sera organisée en 2 sessions. Donc une première session qui sera consacrée aux questions d'engagement et de responsabilité de la recherche et des chercheuses et chercheurs, et la seconde table ronde qui sera organisée qui sera consacrée à des regards croisés concernant les nouvelles frontières des savoirs. Pour la première table ronde, je vais passer la main à Egizio Valceschini, qui en sera l'animateur. Egizio est directeur de recherche à INRAE. Il est président du comité d'histoire. Il est le co-auteur avec Pierre Cornu et Odile Lemaitre de l'histoire de l'INRA, qu'on ne saurait trop recommander aux personnes qui nous écoutent. Et puis, depuis quelques mois, il est président du centre INRAE Versailles-Grignon. Voilà, Egizio, à toi. Merci à toutes et à tous pour votre mobilisation pour ce colloque. Merci Pierre-Benoît. Est-ce que vous m'entendez bien? Un peu plus fort peut-être. Il faut que je parle plus fort? Oui. Voilà. Est-ce que là, ça va? Oui. Oui. Bon, alors, donc d'abord, bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux 3 intervenants qui vont animer en fait cette session. Et puis bonjour à Pierre aussi qui va nous accompagner en particulier pour poser les questions qui reviennent de la salle. Alors d'abord, il faut quelques mots sur le thème « L'engagement et la responsabilité de la recherche et des chercheurs ». Alors d'abord, on sent bien que c'est un sujet qui est important et brûlant, et il n'est pas complètement nouveau à INRA et à INRAE aujourd'hui, mais il me semble qu'on peut dire qu'il est totalement renouvelé. Alors quelques mots, pourquoi il n'est pas nouveau? C'est que dès le début de son existence en 1946, l'INRA est créée pour être engagée dans la modernisation de l'agriculture, dans le progrès, dans la diffusion des connaissances. Ce sont principalement des ingénieurs et des ingénieurs agronomes qui sont recrutés comme chercheurs, et donc il y a une articulation entre recherche et action qui est en quelque sorte consubstantielle à la fois aux individus et aux collectifs que représentent, qui se constituent à ce moment-là à l'INRA. Donc, tout au long de son histoire, cette question de l'engagement et de la responsabilité a suivi finalement l'Institut et ceux qui en font partie. Bon, bien sûr, c'est la figure du chercheur, entre guillemets, engagé, militant des années 60 et 70 et 80. C'est bien sûr la question de la responsabilité par rapport à la production des innovations dès 1980. C'est la question du positionnement
dans le débat social et le rôle dans la médiation scientifique dans les années 1990 et au-delà. C'est également la question de l'expertise individuelle et de l'expertise collective pour éclairer, par exemple, la prise de décision publique, mais aussi pour éclairer le débat social. Bref, vous voyez que toute l'histoire de l'INRA et aujourd'hui l'INRAE est jalonnée par cette question-là qu'on va traiter avec trois invités. D'abord, Clélia Sirami. Alors, Clélia est plutôt une jeune chercheuse. Elle a été recrutée à l'INRA, à l'INRA à l'époque, en 2015, et depuis 2018, Clélia, tu es directrice de l'unité mixte de recherche d'INAFOR à Toulouse, du département ACT, et tu mènes des recherches sur l'écologie des paysages et la conservation de la nature. Tu développes des approches interdisciplinaires auxquelles tu tiens beaucoup, en combinant écologie, télédétection et géographie sociale. Tes thématiques de recherche portent beaucoup sur les changements d'utilisation des terres et les changements climatiques sur les paysages et la biodiversité et les services écosystémiques. Et je voudrais insister sur le fait que tu as une vue internationale parce que tu t'intéresses pas simplement aux garrigues méditerranéennes, tu t'intéresses aussi aux savanes du sud de l'Afrique et les milieux agropastoraux des Pyrénées. Mais quelque chose a particulièrement retenu mon attention dans ton CV, c'est que tu participes également à une initiative qui s'appelle CO2R, Collectif pour une recherche responsable, qui est un collectif créé sur le centre de Toulouse et qui traite de la question de la science dans la société. Donc, je voudrais qu'à un moment donné, tu puisses nous parler de cette expérience-là. Ensuite, nous passerons, il y a avec nous Stéphanie Ruffy. Alors, Stéphanie est philosophe des sciences contemporaines, comment on dit? Tu es spécialiste de philosophie et de sciences contemporaines, c'est ça. Tu nous expliqueras un peu mieux. Tu m'as expliqué l'autre jour que ta philosophie était une philosophie analytique et empirique, c'est-à-dire ancrée sur des objets très concrets. Tu nous en parleras tout à l'heure. Tu fais partie aujourd'hui du département de philosophie de l'École normale supérieure et tu es membre du laboratoire de la République des savoirs. Il est remarquable au sens premier du terme, que tu es également docteur d'astrophysique et tu as un diplôme d'ingénieur aéronautique. Ce n'est pas totalement commun et j'imagine que ça a quelques répercussions sur ta manière de traiter certains objets de manière philosophique. Je voudrais dire que tu es également, depuis avril 2021, directrice de l'Office français d'intégrité scientifique, Office, et depuis 2017, tu travailles avec ce conseil et ça m'a beaucoup attiré également. J'aimerais bien que tu puisses nous en parler et que tu nous dises en quoi cette expérience éclaire ta manière de faire de la philosophie, aux objets que tu traites, sachant que j'ai retenu 3 grands thèmes parmi ceux que tu m'avais donnés: sciences, valeurs et démocratie, gouvernance de la recherche et participation citoyenne. Ensuite, un deuxième thème, c'est l'intégrité scientifique, la responsabilité des chercheurs vis-à-vis des sociétés. Et enfin, le pluralisme scientifique, le débat unité, pluralité des sciences, synergie entre différents systèmes de connaissances. Sur ce dernier point, tu vas te retrouver de près avec Bernard Chevassus, qui est notre 3e participant à la table ronde. Bernard, nous nous connaissons depuis très longtemps. Donc, je le dis parce que au départ, je pensais ne tutoyer que toi, mais finalement, je tutoie tout le monde. Voilà. Alors, Bernard, tu as un parcours qui est qu'on ne peut pas résumer en quelques mots. Tu es aujourd'hui retraité et tu présides l'association Humanité et Biodiversité. Je commence par la fin parce que je pense que c'est peut-être ce qui est le plus en prise avec notre sujet, mais pas tellement parce que tu as un parcours qui te fait aller de normal, de l'école normale en tant que biologiste, où tu fais tes classes en quelque sorte. Tu es agrégé de sciences naturelles, tu es docteur en sciences. Et ensuite, tu réalises ta carrière à l'INRA,
dans le domaine de l'aquaculture et des milieux aquatiques. Tu as été également directeur général de l'INRA dans les années 90. Et ensuite, tu as été président du Muséum d'histoire naturelle, président du conseil d'administration de l'AFSA, Agence française de sécurité nationale sanitaire et des aliments, et inspecteur général de l'agriculture. Tu as également été vice-président de la CGB, Commission du génie biomoléculaire, président du conseil scientifique du CIRAD. J'arrête, la liste serait trop longue. Ce qui est intéressant en particulier, c'est justement ton parcours et c'est finalement les différentes étapes, les différents où est-ce par où es-tu passé à travers ce parcours concernant le sujet qui nous intéresse, donc engagement et responsabilité de la recherche et des chercheurs. Alors, pour notre auditoire, que je salue à nouveau, on va opérer en 3 temps. Un premier temps où chacune des personnes que je viens de présenter se développe une idée particulière sur laquelle il voudrait insister, donc ça va durer 7-8 minutes. Et ensuite, on aura un temps d'échange, vous aurez un temps d'échange entre vous trois que j'essaierai de faciliter, et puis peut-être de vous orienter sur des questions vives. Et puis un troisième temps, et là, Pierre Cornu nous aidera pour faire remonter et vous poser des questions qui viennent de la salle virtuelle et pour activer encore plus l'interaction. Donc, je vous passe pour le début de cette table ronde. Clélia, je te passe la parole et puis tu nous parles de tes engagements et de tes responsabilités telles que tu les vois. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Egisio, et merci pour l'organisation de cette table ronde qui est sur un sujet qui m'est vraiment très, très central dans mes recherches et dans ma vie en général. C'est aussi quelque chose qui, pour moi, génère beaucoup d'émotions et ce qui n'est pas toujours facile, du coup, à gérer quand on fait ce genre d'intervention. Comme tu l'as rappelé, Egisio, c'est pour nous, les écologues, la question de l'engagement, elle est centrale et elle n'est pas nouvelle. Moi, j'ai fait ma thèse dans les années 2000. Le contexte de mes travaux en écologie, c'était les changements globaux, la crise de la biodiversité. Les questions que je me posais à l'époque, c'était est-ce que finalement, c'est la crise climatique ou la crise ou les changements d'utilisation des terres, l'artificialisation des terres et l'intensification de l'agriculture qui sont les plus dangereux, les plus urgents à traiter. Je m'intéressais aussi déjà à la question de la subjectivité des questions quand on est en écologie de la conservation. Voilà comment notre posture, comment elle se réfléchit par rapport à cette idée de neutralité qu'on avait à l'époque. Voilà, une idée un petit peu qui était questionnée. Je m'intéressais aussi à la relation entre recherche et société. Et finalement, déjà, dès ma thèse, la question, c'était est-ce que finalement, c'est aux chercheurs de faire cette interface? Est-ce qu'il faudrait inventer un nouveau métier? Voilà, je me posais beaucoup de questions. Donc, la question de l'engagement par rapport à la crise environnementale, pour moi, elle n'est pas nouvelle. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que depuis les années 2000, au fur et à mesure, on a eu notamment les rapports du GIEC, pour moi, qui ont été vraiment des tournants. Et je pense que celui de 2018 en particulier, qui a chiffré en fait l'urgence, l'ampleur des changements que la société doit opérer, pour moi, ça a été vraiment une différence. Et notamment l'idée qu'il faudrait diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 18% par an si on veut rester sous la barre de 1,5 degrés. Et pour moi, ça a vraiment été accompagné en fait un sentiment d'inquiétude qui a été croissant et qui fait aussi que mon engagement il est devenu de plus en plus fort par rapport à cette crise environnementale et les questionnements en fait, qui vont avec sur le rôle de la recherche. Et concrètement, ça s'est traduit par des changements en fait, dans mes pratiques de recherche. Par exemple, sur le choix des questions, des sujets de recherche que je privilégie maintenant, qui ont vraiment cette idée de se concentrer sur des sujets avec un enjeu maximal et un impact maximal. Bien sûr, les activités de communication aussi, que je développe beaucoup, que ce soit envers le grand public ou envers les décideurs
la dimension politique, on va dire. Et enfin, peut-être aussi un point plus récent qui est le développement de l'expertise, qui nécessite de réfléchir aux questions de posture. C'est clairement ça force un petit peu à sortir de sa zone de confort. Donc tout ça, voilà, de façon très concrète, c'est les différents aspects maintenant de mon engagement par rapport à la crise environnementale. Et finalement, c'est plutôt assez, dans un deuxième temps, que je me suis intéressée aux impacts directs de la recherche, c'est-à-dire toute l'empreinte carbone, l'impact de nos recherches en écologie quand on fait du piégeage, par exemple, sur la biodiversité. C'est finalement venu dans un deuxième temps. Et c'est ça qui, maintenant, est peut-être un peu plus visible au sein de la communauté des chercheurs, avec un certain nombre de collectifs qui se sont créés depuis les années 2018-2019. Il y en a un, donc, qui est l'initiative Labo 1.5, que je pense un grand nombre de vous connaissent au niveau national, qui a pour objectif de quantifier, de comprendre l'empreinte carbone des laboratoires de recherche et d'essayer de la réduire. Et pour ça, donc, une des actions phares de ce collectif, c'est la création d'un outil qui permet de quantifier et d'objectiver l'empreinte carbone. Il y a un deuxième collectif qui est assez différent, qui est l'atelier d'écologie politique de Toulouse, qui s'est créé aussi à peu près au même moment et qui a un objectif très complémentaire, qui est vraiment de réfléchir au fait que nos connaissances scientifiques, elles sont assez dispersées. Donc, il y a un enjeu, donc, ce qui rejoint ce qui a été discuté hier, de mettre en relation toutes ces connaissances au sein des chercheurs, mais aussi avec la société, et avec un questionnement sur la façon dont les chercheurs doivent s'engager dans ce débat public. Donc, c'est un collectif qui est vraiment très dynamique, qui s'est d'ailleurs essaimé dans d'autres villes de France, qui vient de publier un article en signant de façon collective dans Nature, Sciences et Société, qui présente la construction de ce collectif, sa philosophie, ses actions et des questionnements vraiment très intéressants. Donc, je vous encourage à lire. Et un troisième collectif que tu as mentionné, Egidio, qui est là cette fois-ci au niveau INRAE sur le centre de Toulouse, et en fait qui découle du constat qu'on a fait ensemble au sein de mon unité de recherche que je dirige maintenant, puisqu'on a en fait fait un bilan des actions qu'on menait pour réduire notre impact direct, donc notre impact environnemental. On a eu un atelier, une discussion collective, et finalement assez rapidement, on s'est aperçu que c'était ni au niveau individuel, ni au niveau de notre unité qu'on allait pouvoir avancer. Parce qu'en fait, finalement, dès qu'on s'attaque à des questions sur les bâtiments, le chauffage, la cantine, la politique d'achat, très vite, on s'aperçoit que c'est au niveau au-dessus de l'unité que ça se décide. Et donc, je pense que c'est à la fois donc, cette réalisation au sein du collectif de l'INAFOR et puis l'énergie en fait, des autres collectifs tels que Labo 1.5 et la Técopole nous ont amené à créer en fait, ce collectif CO2R qui, là, a pour objectif déjà de mettre les gens en réseau, parce que dans les laboratoires d'écologie, on peut être très sensibilisé à cette crise environnementale et cette question de l'impact des recherches, du rôle de la recherche dans la société, mais ce n'est pas le cas dans toutes les unités du centre de Toulouse. Et on a eu des retours de gens qui se sentaient parfois isolés, donc c'était un objectif de mise en relation au sein du centre. Et puis l'idée de pouvoir en fait peser et pouvoir contribuer à la réflexion sur les décisions qui sont prises au niveau du centre, notamment par les services administratifs. Donc voilà, on a mené plusieurs actions, un appel à INRAE pour des engagements plus forts, notamment dans le contexte de l'INRAE 2030, qui a été signé par plus de 500 personnes au niveau national. Voilà, on essaye aussi d'inciter les unités du centre à faire leur bilan carbone. On a réalisé un sondage aussi pour la future cantine. Donc voilà, c'est des actions assez concrètes, mais qui ont l'intérêt en fait de fédérer les unités au niveau d'un centre, c'est-à-dire une unité spatiale où des décisions sont prises. Et le dernier point de ma réflexion sur l'engagement, et je terminerai avec ça, c'est la réflexion sur le rôle politique et social de la recherche, qui, je pense, prend une place de plus en
plus importante dans mes réflexions et qui est la plus difficile, parce qu'il me semble que réfléchir à son bilan carbone, c'est une chose, réfléchir au rôle de la recherche et aux compromis qu'il y a éventuellement à faire, aux difficultés de posture. Par exemple, on réfléchit à toute la mouvance de slow science et à la décroissance, et en même temps, on s'interroge sur est-ce qu'il n'y a pas des compromis à faire si on veut que nos travaux de recherche et nos réflexions aient un impact sur nos collègues et sur la société en général. La question de la neutralité, je pense que Stéphanie peut-être va en parler ensuite, qui pose beaucoup de questions sur le fait que, clairement, on le remet en question, cette illusion de neutralité. Mais c'est pas simple en fait de gérer toute la question des conflits d'intérêts. Nous, on est très exposés, par exemple, quand on travaille sur les pesticides, à la fabrique de l'ignorance. Il y a aussi beaucoup d'étudiants qui sont de plus en plus impliqués dans la désobéissance civile. Ça pose plein de questions aussi. Et finalement, je terminerai par ça, c'est peut-être une remise en question de cette notion, de cette image du chercheur engagé. Parce que finalement, donc ça donnerait l'impression que ça serait quelque chose qu'on rajouterait en plus et que c'est OK d'être un chercheur non engagé. Et je trouve ça assez intéressant de mettre en lumière le fait qu'un non-engagement, c'est finalement un engagement pour le statu quo et qu'en fait, on est tous des chercheurs engagés parce qu'on est tous en fait des objets politiques par définition. Voilà, je m'en arrête là. Merci Kélia. Écoute, tu introduis très bien, je pense, la discussion qu'on va avoir. Je retiens un terme que tu n'as pas complètement prononcé, mais c'est en filigrane de toute ton intervention, c'est le mot réflexivité. C'est la réflexivité sur les pratiques, sur les orientations, les choix de recherche, aussi bien au niveau collectif qu'individuel. Donc, merci pour cette excellente introduction. Et Stéphanie, tu vas avoir un regard un peu plus décalé, un peu peut-être détaché par rapport à la manière dont s'est présentée Kélia, mais c'est justement ça qui va nous intéresser. Je te passe la parole tout de suite, c'est pareil pour 7-8 minutes. Merci beaucoup pour l'invitation. J'espère ne pas être trop décalée quand même. Et je voudrais partager avec vous quelques remarques assez générales, vous me pardonnerez, qui viennent de la philosophie des sciences sans surprise, la théorie de la connaissance, précisément sur une forme d'engagement que tu as évoquée, bien sûr, Clélia, qui est celle et qui est très visible publiquement aujourd'hui, qui est celle du passage de chercheur à expert. Donc, quand on sort de son laboratoire et qu'on met sa casquette d'expert, que ce soit sur un plateau télé, quand on parle à des décideurs ou à des groupes d'intérêt. Et donc, autrement dit, quand on mobilise ses travaux, qu'on inscrit ses travaux dans un processus de décision politique ou dans un processus de conseil. Et là, je voudrais d'abord rappeler qu'on ne saurait surestimer aujourd'hui la place de l'expertise dans le rapport entre science et démocratie. Et je voudrais juste rappeler quelque chose que l'on sait tous, mais qu'aujourd'hui, l'essentiel de nos connaissances sont des connaissances par procuration. C'est-à-dire qu'on s'en remet à d'autres pour entretenir des croyances qu'on suppose valides sur le monde. Quand je dis que je sais que l'altitude de Mont Blanc est de 4800, je ne sais plus quoi, je ne suis pas allée faire l'expérience. Je m'en remets à des gens qui ont une justification de cela sans avoir, moi, un accès à la justification de cette proposition. Alors, il y a un grand philosophe de la théorie de la connaissance, John Hardwick, qui va jusqu'à dire qu'aujourd'hui, dans nos sociétés de la connaissance, il est souvent irrationnel de penser par soi-même. Et qu'être rationnel, c'est au contraire s'en remettre à d'autres qui, eux, ont accès à une justification solide des propositions. Alors, pourquoi je rappelle cette petite chose? Ça veut dire que, comme l'essentiel de nos connaissances sont par procuration, ça veut dire que ce qui va devenir essentiel, c'est la question de la confiance. Et c'est pour ça qu'elle a une telle visibilité publique. La question de la confiance, alors les choses ne vont pas trop mal, c'est-à-dire que les chercheurs restent sur le haut du podium en matière de confiance des citoyens par rapport à d'autres composantes de la société. Néanmoins, cette place numéro 1 sur le podium nous oblige à nous interroger justement sur les conditions de cette confiance. Alors, il y a des choses qui sont déjà bien identifiées, c'est tout ce qui concerne les liens d'intérêt qui ont été évoqués. Mais moi, je voudrais faire un petit focus sur quelque chose qui me paraît tout aussi essentiel et que tu as évoqué, Clélia, tout à l'heure, c'est d'être au clair, ou en tout cas d'annoncer clairement la couleur sur la posture que l'on va avoir, sur quel type de figure d'expert on va endosser.
Et je pense que là, en tant que chercheur, on a le choix entre plusieurs figures d'experts. Et je voudrais vous reprendre des distinctions qui ont été proposées entre plusieurs figures d'experts que l'on peut adopter en tant que chercheur par quelqu'un qui s'appelle Roger Pilke, dans un livre de 2007 qui s'appelle The Honest Broker. Je pourrais mettre ça dans le chat tout à l'heure. Et cette personne distingue 4 grands types d'experts, quelque chose de très simple. La première figure de l'expert, c'est ce qu'il appelle le scientifique pur, le pure scientist. Et là, en tant que chercheur, on est dans une posture de produire des connaissances, de remplir un réservoir de connaissances, sans envisager des usages ou des impacts sur des décisions quelles qu'elles soient. Donc là, l'expert ne recommande rien, et puis ce sont plutôt les groupes d'intérêt ou les décideurs qui vont venir piocher dans le réservoir de connaissances les choses dont ils estiment qu'ils ont besoin. Donc ça, c'est la première figure de l'expert, celle qu'on associe souvent à la neutralité de l'expert, mais qui en réalité est très peu occupée, si j'ose dire, dans le paysage actuel. La deuxième figure qui est distinguée par Roger Pilke, c'est ce qu'il appelle le science arbiter, donc l'arbitre en quelque sorte. Donc là, on est dans des commissions d'experts, et puis seul ou en général c'est collectif, et puis on répond factuellement à des questions que nous posent les décideurs politiques ou des groupes d'intérêt, et on ne dévoile pas nos préférences sur ce que devrait être le cours de l'action à venir. Troisième figure, qui est sans doute la plus répandue démographiquement, si j'ose dire, c'est ce que Pilke appelle issue advocate. Là, on est avocat, c'est-à-dire qu'on va produire des connaissances, bien sûr, le plus objectivement possible, ce n'est pas la question de l'objectivité de la connaissance produite, mais on va produire des connaissances, on va mobiliser des savoirs pour soutenir une certaine ligne d'action et idéalement avoir une influence politique. C'est très, très net dans les sciences de l'environnement, quand on travaille sur la biodiversité, il est rare qu'on n'ait pas envie que ça se passe d'une certaine manière dans l'action politique. Pareil dans les sciences du climat, etc. Donc là, on est issue advocate, avocat, c'est très répandu. Pensons aux politiques de vaccination, etc. Et puis la dernière figure, qui est celle que Roger Pilke appelle le honest broker, je ne sais pas comment traduire ça, on pourrait dire un courtier impartial, où là, les experts ou les communautés d'experts visent avant tout à rendre visible une variété d'alternatives pour que les décideurs politiques ou les groupes d'intérêt puissent faire leur choix à partir d'une variété, encore une fois, d'alternatives, et les choix qui vont être faits seront faits ensuite à partir de valeurs et de considérations politiques. Voilà, donc c'est ces 4... j'aime bien cette petite typologie de Pilke parce qu'elle rend bien visible le choix qu'on a en tant que chercheur quand on met sa casquette d'expert pour s'inscrire dans le processus, dans un processus de conseil ou de décision politique. Et il me semble qu'il est aujourd'hui très important d'annoncer clairement la couleur. Je pense que ces 4 figures sont tout à fait légitimes, mais il est important d'annoncer la couleur, surtout si on sort de la figure de neutralité du pure scientist. Et je crois que voilà, ce n'est pas seulement la question des liens d'intérêt, c'est évidemment aussi la question des liens d'intérêt si on s'interroge aux conditions de confiance envers la parole publique scientifique, mais c'est aussi être au clair sur ces figures que l'on privilégie quand on s'engage en tant qu'expert. Et puis bien sûr, si on est attaché aux conditions de pluralisme des positions dans une démocratie, il faut souhaiter que si ce soit les figures de issue advocate qui sont privilégiées par les chercheurs, et pour de bonnes raisons, on a une pluralité suffisante de issue advocate venant des communautés scientifiques. Voilà, c'était l'essentiel de ce que je voulais dire, et puis je pourrai compléter par la suite. Merci beaucoup Stéphanie, cette typologie est évidemment extrêmement intéressante et elle va nous permettre de beaucoup discuter. Je passe tout de suite là. Alors, juste un petit mot pour nos auditeurs et tous nos amis qui nous regardent et nous écoutent. N'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions dans le chat et donc n'attendez pas forcément la séquence questions, mais allez-y dès maintenant si vous le souhaitez. Bernard, je vais te passer la parole. Évidemment, cette question de la réflexivité et du positionnement du chercheur dans la société, c'est quelque chose qui t'a accompagné tout le long de ta carrière. Alors, je ne sais pas comment tu vas nous présenter ça, mais je tenais à souligner que c'était quelque chose de fort chez toi, cette réflexion que tu avais sur le positionnement et sur l'engagement des chercheurs et sur la responsabilité. Je te passe la parole, Bernard. Merci, Egidio. Oh, vous m'entendez bien là? Oui. On t'entend très bien. Alors, tout d'abord, quand même, soyons
civilisé. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui font ce centre INRA et pour faire la continuité avec hier, bon anniversaire aussi à tous ceux qui l'ont fait. Je ne les citerai pas, mais il y a quand même de grandes personnalités dans cette histoire qui a été rappelée hier matin. Et donc, le fait de leur adresser une pensée parce qu'on est, comme on dit souvent, sur les épaules des géants. Et donc, je voulais effectivement vous souhaiter un bon anniversaire. Ensuite, Egisio m'a demandé quand même de dire d'où je venais pour comprendre, paraît-il, ce que je vais dire ensuite. Alors, donc, je vais faire ce petit résumé. Je le ferai en disant que j'ai eu la chance, parce que c'est des hasards, de voyager dans ce que j'appelle un espace à 4 dimensions. La première dimension, c'est effectivement géographique, c'est la galaxie des institutions. J'ai été associé effectivement d'assez près à la vie de nombreuses institutions, INRA bien sûr, mais aussi IFREMER, CEMAGREF, CIRAD, IRRD et puis ANSES, etc. Bon. Deuxième voyage, c'est le voyage dans les fonctions. J'ai eu la chance aussi de voyager depuis le sommet de la pyramide, c'est-à-dire le chercheur, parce qu'on dit souvent chercheur de base, mais il est évident que le chercheur se considère comme étant au sommet d'une pyramide. Il suffit de voir dans les labos, quand on dit « il ne fait plus de recherche », c'est vraiment une certaine décadence. Bon. Et donc, j'ai pu plonger effectivement dans la profondeur du management de la recherche avec diverses fonctions. Troisième dimension, c'est la dimension historique. Je pense que j'ai connu la période d'une biologie innocente, c'est-à-dire dans lequel le fait de faire pousser un petit rosier dans un tube à essai était considéré comme tout à fait sympathique. On n'avait pas eu notre Hiroshima pour prendre la comparaison avec les physiciens. Et puis peu à peu sont arrivés le sang contaminé, la vache folle, les OGM, j'en passe. Et donc cette trajectoire de la société et du regard de la société sur les sciences en général et la biologie en particulier, c'est une troisième dimension. Et puis la quatrième dimension, c'est de l'autre côté du miroir, Stéphanie y a fait allusion, c'est-à-dire passer de la fonction de chercheur à la fonction d'expert et à l'intérieur de cette fonction d'expert, aller jusqu'à être maintenant dans le monde des ONG et être un utilisateur des connaissances plutôt qu'un producteur de connaissances avec les questions du statut que Stéphanie a bien évoqué. Et pourquoi j'ai fait ce résumé sur ce petit voyage? C'est parce que ça donne l'occasion de se rendre compte que, comme le disait Montesquieu, ce qui est considéré comme parfaitement évident, qui fait la culture interne d'une organisation ou d'un groupe, eh bien, va être considéré par d'autres groupes comme tout à fait étonnant, farfelu, voire complètement à côté de la plaque. Et donc, c'est ça, effectivement, qui m'a donné la chance d'avoir cette multiplicité des regards. Alors, les deux idées que je voulais mettre en débat, on peut dire c'est un peu des thèses, ce n'est pas du tout des affirmations. La première, c'est effectivement la question de la diversité, de la pluralité des modes de connaissance. Autrement dit, on constate dans notre société que les gens, pour se faire une opinion, pour agir, pour s'engager, eh bien, font appel à des modes de connaissance assez divers, dont la connaissance scientifique, mais aussi des connaissances qui peuvent être empiriques, qui peuvent être aussi plus ou moins révélées, etc. Et qu'il est trop commode de considérer que tout cela sont des croyances. D'ailleurs, Stéphanie a utilisé le mot croyance pour parler des scientifiques tout à l'heure. Bon, tout ça serait des croyances, des irrationalités, des choses qui sont destinées à s'effacer peu à peu par rapport au mode de connaissance scientifique qui serait le vrai mode de connaissance. Et si on admet cette pluralité des modes de connaissance, ça veut dire qu'il faut qu'on soit très solide sur un plan de qu'est-ce que c'est que les fondements, avec leur intérêt et leurs limites, de la connaissance scientifique. Et on pourra en parler un peu plus en détail, mais les trois choses que j'aimerais discuter, c'est la question du principe de parcimonie, c'est-à-dire l'économie d'hypothèse, qui est au centre de la démarche scientifique, mais qui peut donner lieu à un acharnement lorsque une discipline elle-même entreprend de vouloir tout expliquer au nom du principe de parcimonie. Et toutes les disciplines scientifiques, et on pourrait citer l'écologie, l'économie, la neurobiologie, les mathématiques, la physique, sont potentiellement totalitaires, c'est-à-dire qu'elles peuvent essayer de vouloir tout expliquer avec leur corpus fondamental. Donc, principe de parcimonie, qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse scientifique? Et là, effectivement, le fait de dire vous faites une hypothèse, vous avez le droit, mais est-ce une hypothèse scientifique? Je crois qu'il faut qu'on soit assez solide pour, par exemple, dire que le dessin intelligent est une mode de connaissance, mais ne peut pas être considéré comme une hypothèse scientifique. Et puis, troisième chose importante, le matérialisme au sens non pas philosophique, mais au sens méthodologique. On expliquera les choses que par des effets, par des causes qui seront de même nature que les effets. Et donc, effectivement, c'est la fameuse formule de Laplace à Napoléon, « Sire, je n'ai pas besoin de cette hypothèse » quand on lui parlait de « et Dieu dans tout ça ». Donc, cette question de la pluralité durable des modes de connaissance et de la manière de se positionner par rapport à cette diversité, je crois que c'est une première question qui me semble importante. Et puis, la deuxième question qui me semble importante, c'est justement cette question de la dynamique de l'ignorance. Autrement dit, on a cru longtemps que la connaissance était un processus dynamique qui, telle la goutte d'huile sur un papier, allait peu à peu s'étendre et repousser aux confins du papier les limites de l'ignorance. Autrement dit, l'ignorance était une sorte de phénomène statique qui ne pouvait que diminuer. Or, nous avons affaire effectivement à une dynamique de l'ignorance, et là aussi, il serait trop commode de considérer qu'il y a d'un côté les scientifiques qui produisent de la connaissance et de l'autre toute une bande d'irrationnels qui produiraient effectivement de l'ignorance. Autrement dit, il faut s'interroger, et on pourra en discuter, sur le fait que nous-mêmes, en tant que scientifiques, nous sommes acteurs de ces deux dynamiques. Autrement dit, que lorsque justement on repousse les frontières du savoir, souvent ce terme, il est conçu comme on accroît le champ du savoir, mais quand on dit on repousse les frontières du savoir, c'est parfois justement parce qu'on est amené à affirmer qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Et toute la question effectivement de dire comment scientifiquement on se positionne dans cette dynamique de l'ignorance, dynamique de la connaissance, est aussi quelque chose qui me semble extrêmement important pour effectivement positionner l'engagement des chercheurs par rapport à tous ces interlocuteurs. Donc voilà les deux idées que j'aimerais mettre en débat. Pluralité des modes de connaissance, comment on se positionne, et puis dynamique de l'ignorance, comment on se positionne dès lors effectivement qu'il n'y a pas une vision manichéenne entre ceux, les méchants, qui produiraient de l'ignorance et les bons qui produiraient de la connaissance. Merci. Merci à toi, Bernard, pour cette présentation très claire. On va passer justement aux questions. Et ce que tu viens de dire me fait poser une question que j'ai envie d'abord de poser à Stéphanie, mais vous vous sentez libre chacun d'intervenir maintenant. Stéphanie, il me semble que ce que vient de dire Bernard sur la dynamique de l'ignorance, finalement, percute et remet peut-être en cause la typologie des quatre types que tu viens de nous indiquer. Alors, je ne sais pas si tu comprends ma question, mais je suis sûr que tu peux il me semble que tu dois la comprendre. Sinon, je m'expliquerai un peu mieux. Mais qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Alors, oui, c'est vrai que je ne vois pas directement comment ça le percute. Alors, j'en dis juste un tout petit peu plus. Alors, ouais. C'est-à-dire qu'au fond, dans ta typologie, il y a quand même le savoir et ceux qui savent, et puis après, l'utilisation de ce savoir. Et les typologies reposent sur un mode d'articulation entre les deux. Mais ce que nous dit Bernard, c'est que le savoir, c'est une dynamique et c'est une dialectique, pour employer un mot ancien, c'est une dialectique entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, si tu veux. Et donc, cette dualité entre on sait et puis comment on utilise ce qu'on sait ne peut plus fonctionner exactement de la même manière, si tu veux, tu vois, puisque se crée entre ceux qui savent et ceux qui utilisent une dynamique qui a trait justement à des choses qu'on ne sait pas, et voire même qu'on va fabriquer pour ne pas savoir. Est-ce que je suis plus clair dans ma question? Oui, oui, oui. Donc, alors, bon, c'est vrai que pour cette typologie donc, que je reprends à ce Roger Pilker, hein, c'est rendons à César ce qui est à César. En fait, c'est vraiment la question de l'interrogation de la figure de la neutralité du chercheur quand il devient expert. Et donc, c'est quelque chose qui est en quelque sorte indépendant de la façon dont va être en amont produit la connaissance et qu'à l'interaction, cette production de la connaissance elle-même va pouvoir avoir avec d'autres composantes de la société. Et donc, ça va rejoindre cette dynamique ignorance-connaissance qui vient d'être évoquée. Donc là, on est
cette typologie, elle est en quelque sorte indépendante de ce qu'on peut dire sur la production même de connaissances. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai employé le mot de croyance à propos des connaissances, mais voilà, on peut quand même faire des hiérarchies. Hein, on entretient tous des croyances, c'est tout ce qu'on entretient, mais certaines sont mieux justifiées que d'autres. Je ressortirais Platon qui disait que la connaissance est une croyance vraie, mais pas seulement vraie, parce qu'elle peut être vraie par hasard. C'est une croyance vraie justifiée, évidemment. Et donc, la différence, c'est que les modes de justification des croyances scientifiques on a quelques raisons de penser qu'elles sont beaucoup plus solides que les modes de justification d'autres croyances. Hein. Je pense qu'on se l'accordera tous ici, on a de bonnes raisons de le penser. Alors, moi, ce que je voudrais peut-être insister, c'est, il me semble aujourd'hui, étant donné ce phénomène important de connaissance par procuration, il me semble qu'il y a un type d'expertise que l'on doit davantage développer, c'est en quelque sorte l'expertise sur l'expertise, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir reconnaître un bon expert d'un moins bon expert. Parce qu'après tout, on est tout le temps confronté, on l'a vu pendant cette crise, un expert A qui affirme X, un expert B qui dit non, X, on n'est pas sûr, l'expert C qui dit ben non, c'est Y qui est plus plausible, l'expert D qui est chercheur au CNRS mais qui n'est pas du tout dans le domaine en question va dire que non, ça c'est pas vrai du tout, et puis l'expert E qui s'autoproclame expert et qui va dire encore quelque chose d'autre. Et donc face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas accès, à moins d'être expert soi-même, on n'a pas accès justement au processus de justification. Et donc, comment s'en sortir pour, en quelque sorte, accorder sa confiance à bon escient face à cette pluralité de positions possibles sur les sujets qui ne sont pas encore stabilisés et sur les sujets qui ne sont pas encore l'objet de consensus au sein des communautés scientifiques. Parce que ces situations de pluralité de prise de position dans l'espace public, on peut dire que c'est open bar, en quelque sorte, pour les biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on va aller chercher, et ça se voit quand on discute des questions de vaccination, etc., ça se voit, on va aller chercher l'expertise ou le petit bout d'expertise qui va aller dans le sens de nos intérêts, de nos valeurs, de ce qu'on a envie de croire. Et donc, je pense que là, ça pose vraiment une question intéressante, là, du point de vue aussi de l'intégrité scientifique, c'est comment est-ce qu'il doit y avoir des bonnes pratiques en matière de prise de parole individuelle dans l'espace public des chercheurs, sachant les effets que ça a de multiplier les prises de parole individuelles dans l'espace public, mais peut-être on pourra en reparler. Bernard, je t'en prie. Oui, sur cette question de l'expertise sur l'expertise, je suis tout à fait d'accord parce que moi, je me suis rendu compte effectivement que les différents systèmes d'expertise se sont construits au fil du temps et en fonction des besoins, et que les gens qui travaillent sur l'expertise, par exemple, du risque alimentaire, du risque nucléaire, des transports, de la toxicologie, eh bien, ce sont des constructions qui se sont faites de manière assez, non pas bricolée, mais parce qu'il fallait répondre à des questions très, très, très concrètes. Et le fait de prendre de la distance et de croiser les systèmes d'expertise pour prendre ce qu'ils ont de bon et de moins bon, je prends un exemple intéressant qui est le domaine du risque nucléaire et de ce qu'on appelle le débiaisage des experts, c'est-à-dire que les gens du nucléaire qui ont pas mal d'antériorité se sont rendus compte que tous les experts, quand on leur posait des questions sur lesquelles on connaissait la vraie réponse, mais qu'ils ne connaissaient pas forcément, avaient des biais plutôt d'être optimistes, pessimistes, de sous-évaluer, surévaluer. Et donc, il fallait effectivement soumettre les experts à un processus de débiaisage pour effectivement qu'ils perçoivent quel était leur biais et qu'ils en tiennent compte. Donc, je suis tout à fait d'accord sur cette idée que construire une science, une expertologie d'une certaine manière, c'est intéressant. Deuxième point, et sur lequel moi je suis très, très, très affirmatif, quand on sort du laboratoire pour mettre le doigt dans l'expertise, on ne sort pas seul. Autrement dit, l'expertise doit être collective et on doit s'imposer une déontologie de travailler dans le cadre de collectifs pluralistes et effectivement résister le plus possible au vedettariat et au fait, vous monsieur, vous qui savez, eh bien, il faut répondre non, moi tout seul, je ne sais pas. Parce que effectivement, ça c'est quelque chose sur lequel effectivement je suis non pas intolérant, mais en tout cas très affirmatif. Quand on sort dans le champ de l'expertise, on ne sort pas tout seul, sinon les dérives sont inévitables.
Merci Je veux bien Bernard. Clélia, compléter, parce vas-y. que il y a plein de choses qui m'interpellent. Sur ta question de à quel point ça remet en question la typologie avec les 4 types de scientifiques, pour moi, c'est la première catégorie, l'image du scientifique pur, qui est clairement remise en question. Et je le vis personnellement, puisque une fois qu'on a publié des articles et qui sont instrumentalisés, qui sont récupérés, c'est clair qu'on écrit, consciemment ou inconsciemment, les articles suivants, on va les écrire différemment. Et pour moi, du coup, cette pureté, elle n'existe pas. Premier élément. Et puis le deuxième, c'est que quand on travaille en écologie, où on s'intéresse à la complexité et les interdépendances entre un grand nombre d'éléments, ça rejoint la dynamique de l'ignorance, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant le fait que tout est plus compliqué, qu'il n'y a pas une solution simple, il n'y a pas une façon très simple de comprendre les choses et donc de proposer des solutions. Et pour moi, ça, structurellement, cette complexité, ça veut dire que quand on est en écologie, on va forcément aussi produire des choses qui pourraient être instrumentalisées pour en fait détourner l'attention. Et c'est le cas, par exemple, des pesticides, où nous, on est constamment confrontés à ça. Et donc, du coup, par rapport à ça, j'entends en fait qu'il y a une réflexion sur l'expertise individuelle et collective, et que collectivement on est moins, on s'expose moins à des risques, en fait, à des dérives. Mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin dans cette réflexion, c'est-à-dire que c'est au niveau institutionnel, au niveau, il faut que ça fasse partie de la façon dont on réfléchit à tous les niveaux. C'est-à-dire, je pense dans ce que j'entends en tout cas au sein de l'Institut INRAE, il y a quand même une forte responsabilité sur les chercheurs, c'est-à-dire qu'on va leur fournir des recommandations, on va leur dire attention, vous devez suivre certains principes. Et pour moi, c'est un défaut, en fait, parce que je pense que c'est la responsabilité de l'Institut, sachant qu'INRAE est sur des questions qui sont fondamentalement portées, qui ont des enjeux forts d'un point de vue sociétal et qui sont associés à des risques importants. Moi, il me semble qu'on ne se saisit pas assez au niveau vraiment général de ces questions-là, même si on va dans ce sens-là et les expertises collectives, ça va dans le bon sens. Mais je pense que la question, elle est tellement d'une ampleur colossale qu'on a encore de la marge de manœuvre. Bernard, je voudrais bien que tu réagisses là sur ce qui vient d'être dit. Disons qu'effectivement, il y a maintenant une bonne vingtaine d'années, c'est un peu l'INSERM qui a lancé ce thème de l'expertise collective. Moi, je pense effectivement que chaque organisme doit faire valoir ses compétences et répondre éventuellement à ces questions. Mais c'est ce que j'évoquais un peu dans mon introduction, le fait d'avoir des instances d'expertise dans lesquelles on mélange les cultures et on fait venir des gens qui sont d'organismes divers, de trajectoires diverses et autres, c'est peut-être une manière disons, d'enrichir cette pluralité, parce que, qu'on le veuille ou non, dans chaque organisme, il y a des cultures internes, comme je le disais. Et donc, je l'ai vu, par exemple, dans la création de l'AFSA, qui est maintenant l'ANSES, tous les organismes bien intentionnés voulaient proposer leurs experts. Et on a bien dit non, l'appel à candidature, il est individuel, on aura un comité international qui verra les candidatures et on les mettra ensemble et pour interagir, mais ils engageront une responsabilité en tant que leurs compétences individuelles et non pas en tant que représentants de tel ou tel organisme. Donc je crois qu'effectivement, je ne dis pas qu'il ne faut pas que chaque organisme ne développe pas des expertises dans son champ de compétences, mais qu'effectivement, le fait d'associer dans ces activités une plus grande diversité de regards, d'expériences, de méthodes, me semble quelque chose qu'il faut promouvoir, parce qu'on se rend compte effectivement que parfois, par exemple, si on prend des toxicologues venant de l'INSERM, de l'INRA, de l'INERIS ou autres, ils n'ont pas la même culture de toxicologie et ils ne vont pas prendre les choses de la même manière. Stéphanie. Oui, ça m'intéresse beaucoup ce que Clélia a dit sur la question de l'articulation entre la prise de parole individuelle du chercheur et la prise de parole de son institution.
Et alors, je parle à beaucoup de chercheurs en ce moment parce que l'Office français d'intégrité scientifique est en train de préparer un gros colloque sur intégrité scientifique et prise de parole publique des chercheurs. Et cette question de l'articulation entre parole de son institution et parole du chercheur individuel est vraiment quelque chose qui n'est pas consensuel du tout dans les communautés de recherche. C'est-à-dire qu'à un côté, il y a des chercheurs qui sont vent debout au nom des libertés académiques, de l'idée que l'institution puisse parler à leur nom, donc il y a un collectif entre le reste de la société qui fasse une sorte de filtre de la parole individuelle du chercheur dans l'espace public. Et puis à l'autre bout, sans caricaturer ta position, mais à l'autre bout, il y a effectivement une demande aussi d'être un peu épaulé par son institution et de ne pas porter la parole d'expertise seule ou dans un groupe. Donc là, c'est vraiment une question qui est ouverte et c'est fascinant de voir que les chercheurs n'ont pas les mêmes attentes du tout au regard de ce que leur institution, avec des chercheurs, même dans l'INRAE, qui m'ont dit que vraiment l'INRAE ne doit communiquer sur ce que fait l'INRAE. On change les fenêtres, on développe cette thématique, etc. Mais pas sur une expertise produite par les chercheurs de l'INRAE. Et que la communication d'une institution ne doit pas être une parole scientifique. Et puis d'autres, donc voilà, il y a un spectre assez large de positions qui est vraiment, vraiment intéressant à explorer parce que ça touche la question des libertés académiques directement. Et la question est, et je parlais aussi à quelqu'un au Québec qui disait non, il y a un droit de réserve de l'institution. Si un de mes chercheurs dit n'importe quoi sur un plateau TV, ce n'est pas mon affaire. Bon, voilà, donc il y a tout un spectre de positions qu'il est vraiment intéressant d'explorer ensemble. C'est vraiment un sujet sur lequel on essaie de travailler. Je suis très content. Bernard, tu levais le doigt. Vas-y, je t'en prie. Oui, c'était sur cette question de l'attitude du chercheur dès lors qu'il est avocat ou en tout cas qu'il se retrouve dans des enceintes de type ONG et autres. Parce qu'effectivement, on peut se trouver, par rapport à cette question connaissance et ignorance, à challenger en interne ou auprès d'autres organisations ONG des choses qu'ils utilisent pour être avocats et dans lesquelles, en tant que chercheur, si je puis dire, on est amené à dire « mais non, mais ça, vous affirmez que c'est vrai, mais ce n'est pas sûr du tout ». Et je prends l'exemple de la biodiversité, il a été cité, c'est un sujet sur lequel je travaille. Le fait de trouver le bon réglage entre oui, ça c'est vraiment solide et on peut s'appuyer dessus pour faire l'avocat, ou par contre, vous savez quand même, quand on regarde comment cet indicateur a été construit pour dire que, eh bien, il y a des présupposés méthodologiques qui pourraient faire qu'il est quand même un peu fragile. Je veux dire, l'attitude de chercheur peut être une attitude de déconstruire des certitudes que les gens qui veulent et avec bonne volonté utilisé pour être avocat, aurait tendance à considérer comme trop solide. Donc, je ne sais pas si c'est un cinquième type d'expertise par rapport à la typologie que présentait Stéphanie, qui est le chercheur engagé pour challenger la solidité de travail d'avocat. Donc, voilà, c'est ce que je voulais rajouter, ce point qui me semble important, parce que du coup, on se retrouve, je dirais, doublement étranger. C'est-à-dire qu'on est considéré comme étranger à sa communauté d'origine parce qu'on est passé de l'autre côté du miroir, mais on est considéré comme étranger à la communauté des ONG parce qu'on considère qu'on est un empêcheur de penser de manière un peu radicale. Donc on a cette étrangeté, mais on a parlé de l'inquiétude au début de notre intervention. Vous savez qu'il y a un adjectif qui existe en français, mais qu'on utilise peu, qui est « qui est ». Je suis qui est, c'est-à-dire je suis tranquille. Je crois que c'est important d'être inquiet, c'est-à-dire de garder effectivement ce malaise ou en tout cas cette instabilité qu'il est important d'entretenir. Stéphanie, tu voulais réagir à ça ou je vais peut-être faire un petit commentaire. Je suis content de la tournure de la discussion parce qu'effectivement, dans le thème de la session qui est engagement et responsabilité,
on voyait bien, on voit assez bien quand même la question de l'engagement, comment elle est traitée, comment elle évolue. Et justement, la question de la responsabilité était un peu absente de nos réflexions, des échanges qu'on avait eus entre nous pour préparer cette session, et puis du début. Et je trouve que le lien avec la responsabilité, vous commencez à le faire. Mais je voudrais vous inviter à poursuivre dans cette voie-là, parce que Stéphanie nous a expliqué comment la responsabilité était mise d'une certaine manière à l'épreuve à l'occasion de la médiation avec le public, quand on s'exprimait sur la communication, et que cette question de la responsabilité engageait les individus qui s'exprimaient, mais aussi les institutions auxquelles ils appartenaient. Mais quelle autre dimension a cette responsabilité? Et alors, si vous permettez, je vais faire état de mon expérience personnelle. Bon, jusqu'à présent, enfin jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'ai été un chercheur comme les autres, ayant eu diverses fonctions, mais j'avais jamais été dans la hiérarchie de l'INRA, enfin de l'INRAE aujourd'hui, président du centre. Et je vois bien ce que ça veut dire assumer une responsabilité en tant que président du centre, parce que je signe des papiers, je prends des responsabilités qui vont avoir des impacts juridiques si c'est négatif, et je vois bien que la question de la responsabilité pour moi se pose de manière totalement différente. Et j'ai vraiment pris conscience à cette occasion que effectivement ma responsabilité, ce n'était pas simplement dans l'expression de mes idées, des thèses ou des résultats de travaux de recherche, mais qu'elle portait beaucoup plus loin. Donc je voulais que vous réagissiez à ça. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité finalement quand on s'engage? Bernard, vas-y. Oui, voilà, un élément, on ne l'a pas énoncé depuis hier matin, mais il est au centre peut-être de nos réflexions, c'est le principe de précaution. C'est-à-dire le fait de dire désormais des choses qui ne sont pas totalement établies, mais dont les conséquences potentielles sont graves et irréversibles, doivent être portées à la connaissance du décideur pour qu'il en déduise des mesures proportionnées. Je ne vous récite pas le texte de la Constitution, mais en tout cas, ça déplace le point de responsabilité du chercheur dans une zone d'inconfort. Autrement dit, le modèle classique, c'est ou bien vous êtes sûr de votre truc, vous me le dites et je vais agir, ou bien vous n'êtes pas sûr et retournez à vos chères études. Et la tentation pour les chercheurs, quand on leur dit retournez à vos chères études, surtout quand on va leur donner éventuellement des sous, elle est grande. Autrement dit, le fait le truc confortable, c'est de dire écoutez, il nous faudra encore de l'argent pour y savoir un peu plus. Et donc le principe de précaution, c'est vous avez la responsabilité d'alerter effectivement le décideur lorsque vous arrivez, je dirais, à une intime conviction, pour prendre un terme juridique, que vraiment il faut s'en occuper. Et ça pose la question des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire le fait de dire, effectivement, si à chaque fois qu'on voit un truc qui peut être un peu préoccupant, je lance une alerte, on sature le système politique, et donc le risque est effectivement d'être inefficace, c'est-à-dire qu'on se dédouane en disant j'ai lancé l'alerte, mais à force de lancer des alertes, eh bien le politique risque effectivement de devenir autiste. Et donc ça, c'est une des dimensions de la responsabilité, c'est à partir de quel moment on dit qu'on a, encore une fois, collectivement, atteint un niveau de conviction qui fait qu'on doit dire aux décideurs, et ça je l'ai vécu dans différentes situations, oui, il faut vraiment que vous en occupiez comme si c'était certain, c'est-à-dire comme si ça allait advenir. L'exemple de la vache folle est tout à fait typique de cette situation. Donc voilà un élément de responsabilité, mais on peut certainement en discuter d'autres. Stéphane, tu veux réagir, Clélia? Non, parce qu'il me semblait que Stéphanie, à voir ton attitude, tu avais envie de réagir, mais peut-être que c'est moi qui surinterprète l'image. Oui, j'ai toujours envie de réagir, mais c'est Clélia. Alors, écoute, vas-y Stéphanie, puis après Clélia. Et puis après, on ouvrira la séance des questions et on proposera à Pierre de se mêler à la discussion. Vas-y Stéphanie, s'il te plaît. Oui, c'est vrai qu'on peut juste ajouter, mais ça c'est ma casquette de directrice de l'office, c'est qu'aussi une responsabilité importante, en particulier quand on est directeur de quelque chose, d'un labo ou d'un institut, c'est de faire en sorte d'essayer quand même le minimum que la production de la connaissance scientifique se passe de façon optimale au regard des standards de bonne pratique. Alors c'est facile à dire,
mais c'est moins facile à mettre en place parce que ça demande aussi parfois un changement de culture, hein, de culture professionnelle et qui n'est pas toujours très facile à mettre en œuvre. Donc voilà, c'était juste pour dire qu'une première responsabilité qu'il ne faut pas oublier, hein, puisque quand on est pris en défaut sur cette responsabilité, ça a un impact médiatique fort, c'est d'être vraiment au clair sur le respect des bonnes pratiques, de la fiabilité de ce qu'on produit et d'éviter, si on pense par exemple à l'écho médiatique qui a pu avoir certaines rétractations d'articles, hein, dans la période qu'on a passée. Là, il y a une forme de responsabilité pour éviter que ces quelques rétractations viennent en quelque sorte de façon disproportionnée impacter l'image des productions scientifiques. Donc, je pense que la responsabilité, elle est de tenir compte, j'en viens à mon point, la responsabilité, elle est de tenir compte de cette dissymétrie médiatique, hein, parce qu'on vit dans ce monde-là, c'est-à-dire un article rétracté sur temps, c'est pas grave, et ça veut dire que ça fonctionne bien, l'autocorrection de la science, mais il faut aussi tenir compte du fait qu'il y aura une visibilité médiatique très forte de cette rétractation de façon disproportionnée. On le sait, hein, dans les débats médiatiques, c'est jamais un expert qui dit A et un expert qui dit B, ça ne reflète pas, hein, les degrés de consensus dans les comités scientifiques. Tout ça, on le sait. Et je pense qu'il faut en tenir compte dans la façon dont on interagit avec les médias en particulier, ou quand on prend le risque de publier quelque chose qui n'est pas tout à fait dans les clous. Tenons compte de cette dissymétrie d'écho médiatique qu'il y a entre ce qui ne marche pas et ce qui marche bien. Clélia ? Oui, là encore, pour moi, la notion de responsabilité et d'engagement, elle se joue aussi dans les enjeux de gouvernance. Et quelque part, le fait d'être devenue directrice d'unité, je ne l'avais pas forcément vu comme ça au début de mon engagement sur cette mission. Mais finalement, pour moi, c'est une opportunité aussi de faciliter des réflexions au sein des collectifs. Quand j'ai parlé tout à l'heure de la responsabilité qui me semble trop forte, qui est mise sur les individus, et le fait qu'il me semble important que l'Institut s'en saisisse, ce n'était pas forcément dans la notion qu'on soit protégé derrière un filtre institutionnel. C'était plutôt qu'on mette en place une réflexion collective à tous les niveaux de l'Institut. Et ça met en jeu plein de choses sur la pluralité des points de vue et comment est-ce qu'on fait émerger quelque chose, mais que ça soit un sujet qui soit posé à tous les niveaux de l'Institut. Pas vraiment qu'on se dise il y a un groupe de personnes qui va décider de ce qui est bien à communiquer ou pas. Et donc, finalement, en étant devenue directrice, je me retrouve à pouvoir avoir un pouvoir que je n'avais pas imaginé au début, qui est de faciliter des discussions au sein du collectif de l'unité, mais aussi d'avoir des opportunités d'échanger avec les autres personnes qui jouent des rôles importants dans la gouvernance de l'Institut, donc les chefs de département, les présidents de centre et même la direction générale quand on a échangé sur INRAE 2030, et de faire remonter en fait ces questions de réflexivité, de challenger certains points de vue. Ça me semble important parce que ce qui revient souvent quand on a des discussions, par exemple, à la Técopole, c'est « Ah oui, il faudrait mettre la pression sur les directeurs d'unité pour que ça change. » Et finalement, c'est en étant devenue directrice que je mesure toute la question de la responsabilité collective et de la difficulté aussi, hein, d'ailleurs, à faire ces choses-là. Et ça me semble d'autant plus important que pour moi, la recherche publique peut être vue comme un terrain d'expérimentation dans lesquels, compte tenu des changements d'un point de vue environnemental et climatique que la société doit effectuer face aux enjeux, nous, on se doit d'être exemplaires. Si nous, déjà, on n'arrive pas à faire cette transformation qu'on appelle, ça pose question. Et donc, le fait d'expérimenter des transformations massives, et y compris comment fixer des objectifs, comment débattre de façon démocratique, comment prendre des décisions, comment les accompagner, les compromis entre les aspects environnementaux et sociaux. Tout ça, pour moi, c'est une expérimentation, vraiment une opportunité précieuse pour identifier des verrous et des leviers qui pourraient ensuite être appliqués à d'autres domaines de la société.
Merci à tous les trois. On va continuer la discussion, mais avec, selon une modalité un peu différente, puisqu'on va demander à Pierre Cornu. Je te vois, Pierre, pardon. Donc, tu as été attentif aux questions dans le chat. Est-ce que tu as déjà des questions qui sont clairement identifiées que tu peux poser à nos trois amis? Tout à fait. Alors, effectivement, les questions commencent à apparaître en grappe sur le chat. Elles sont venues tard, mais elles apparaissent maintenant et c'est très bien. Je crois qu'on peut, en tout cas, résumer le fil de discussion qui est en train de se créer sur le chat à travers l'idée de comment on articule le niveau de l'individu chercheur, du collectif, avec l'idée que les identités disciplinaires tendent à s'effacer et qu'on est plutôt sur des communautés épistémiques qui contiennent des scientifiques et des non-scientifiques. Voilà, c'est la question aussi de la transdisciplinarité. Et comment on articule l'individu, le collectif et les institutions. Je suis frappé en lisant les discussions, et puis peut-être qu'on pourra faire le lien avec la journée d'hier. Il y a une sollicitation très forte des institutions scientifiques. Quelles sont les missions, quelles sont les responsabilités des institutions? Les chercheurs sont sur des interfaces avec les questions sociétales, les questions d'environnement. Comment revient-on vers les institutions pour les interpeller, pour peser sur la programmation, pour essayer effectivement de faire en sorte que l'enjeu de la responsabilité ne soit pas émietté entre les individus et se retrouve dans la fabrique de la science. Ça revient dans les questions, effectivement, articulé avec l'idée de comment on pense l'expertise du chercheur ou du collectif, c'est le fameux modèle des expertises collectives dont a parlé Bernard Chalassu, mais aussi comment on pèse sur la programmation. La question de Marianne Serre, par exemple, c'est comment est-ce qu'on peut effectivement explorer d'autres possibles, d'autres futurs, en ramenant dans le cœur des institutions scientifiques les questions qu'on a rencontrées sur les interfaces. Alors, qui veut réagir en premier? Est-ce que, Bernard, tu veux réagir? Oui, ben, là aussi, pour lancer le débat, la question, c'est ce que j'appelle la question du cloisonnement optimal. Parce que on voit bien que si on a des collectifs trop petits et trop micros qui s'isolent, eh bien, ça ne produit pas grand-chose, mais que la formule tentante de dire on supprime toutes les cloisons et on met tout le monde en interaction peut tuer dans l'œuf des choses précieuses et émergentes. Et que le fait de repérer dans une institution quelles sont ces petites oasis, on a parlé du SAD hier, franchement, bon, il y a prescription, mais le nombre de gens qui voulaient tuer le SAD, quand même, bon. Bernard, tu rappelles que c'est le département Système agraire et développement. Voilà. Bon. Acte aujourd'hui. Et donc, le fait de repérer ces petits collectifs qui, effectivement, ont tout pour déplaire parce qu'ils ne sont pas solides méthodologiquement, en plus, ils débattent beaucoup, bon, ils n'ont pas un corpus bien établi, etc. Et donc, je crois que c'est un premier élément, c'est que cette question de ce que j'appelle le cloisonnement optimum, il est vraiment, vraiment important parce que moi, ma définition des disciplines scientifiques, elle est très imprégnée par la sociologie des sciences. C'est une discipline scientifique, c'est des gens qui ont intérêt à dire qu'ils appartiennent à la même discipline scientifique à un moment donné de l'histoire et de la géographie. Autrement dit, pourquoi? Parce que quand on dit qu'on appartient à la même discipline, eh bien, on crée un dedans et un dehors. Le dedans, c'est les pairs, c'est-à-dire ceux qui ont le droit de dire comment cette discipline a évolué, et les autres, ils n'ont pas le droit au chapitre parce qu'ils ne sont pas de la même discipline. Donc le phénomène d'émergence ou de proclamation d'une discipline est un phénomène constitutif qui permet de créer un dedans et un dehors. Et donc la question effectivement de déplacer les frontières et parfois effectivement de consolider ce dedans et ce dehors, ou parfois d'ouvrir, je crois que c'est toute la difficulté de cette gestion du collectif. Merci Bernard. Tu veux réagir, Stéphanie, à ça? Oui, donc peut-être aussi à la question de Marianne Serre que je vois dans le chat. Là, ça renvoie à la question du degré souhaitable de diversité thématique du pilotage de la recherche. Ça, c'est une vieille question qui est travaillée du point de vue de la philosophie des sciences
sachant, on se pose tous la question, quel est le degré d'ébiettement thématique optimal? Alors évidemment, quand on dit optimal, c'est derrière la notion d'optimalité, il y a une notion de valeur, qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce que l'on veut. Et là, je pense que dans une époque comme la nôtre, où on a identifié un certain nombre de priorités, on a quelques problèmes qui ne nous échappent pas, auxquels les sciences peuvent contribuer, on pourrait dire, et la transposition évidemment est à manier avec prudence, qu'on peut être peut-être dans une situation historique comme celle de la Seconde Guerre mondiale, où on a eu besoin pendant quelques années pour un but bien précis d'orienter thématiquement fortement la recherche sur des thématiques très précises. Est-ce qu'on est aujourd'hui, et la question s'est posée avec le Covid, etc., est-ce qu'on est aujourd'hui dans un moment historique où on a identifié un certain nombre de défis sociétaux, comme on dit, et dans quelle mesure l'identification de ces défis sociétaux doit se traduire par une limitation de la liberté de recherche en termes de choix des sujets? Et ça, on se pose tous cette question-là, et même en philosophie aujourd'hui, quand on se pose tous ces questions-là, et derrière ça, il y a vraiment une question épistémologique de bonne dynamique d'un champ de recherche. C'est-à-dire que si on considère que ce qui est optimal, c'est de contribuer au maximum à un certain nombre de questions limitées, à ce moment-là, on peut avoir des arguments en faveur d'un pilotage thématique fort de la recherche sur une période limitée. Ou on peut considérer, mais ça en arrière-fond, que l'objectif premier de la recherche, ce n'est pas de répondre directement à ces défis sociétaux, c'est de remplir des réservoirs de connaissances, on verra après ce que ça sert. Et à ce moment-là, l'argument en faveur d'un pilotage thématique fort de la recherche est limité. Mais derrière ça, vous voyez qu'en arrière-fond, il y a un choix que je dirais politique sur quelles sont les attentes prioritaires au regard du monde de la recherche. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est pas pareil que dans les années 1970, c'est pas pareil qu'en 1942, c'est pas pareil qu'en 1930. Et la question, moi, qui m'intéresse, c'est qui doit faire ce choix de dire, OK, la recherche aujourd'hui ou pendant cette période, elle est avant tout faite pour produire des connaissances à court terme utiles, ou non, elle est avant tout faite pour ouvrir des connaissances dont on ne connaît pas encore les applications. Moi, je n'ai pas la réponse à ça, mais la question que je me pose, c'est qui doit répondre à cette et sur quelle base? Et ça me paraît être une question politique, ça. Clélia, puis après tu reprends la parole, Pierre. Je suis un peu provocatrice, mais voilà. C'est très bien. Et moi, j'ai peut-être aussi un autre point de vue qui me semble important sur la question du pilotage. Il y a le pilotage des thématiques scientifiques, mais je pense qu'il y a aussi le pilotage de la façon dont on mène des recherches, parce que là, je reviens aux questions de carbone et d'environnement. Donc, j'ai évoqué les scénarios du GIEC et le fait qu'il faut diminuer notre empreinte carbone de 20% par an. Du coup, c'est quoi une recherche dans ce scénario-là, avec une diminution de l'empreinte carbone? Quelle est la part du bilan carbone de la recherche dans la société de demain? Une recherche neutre en carbone, c'est quoi? D'ailleurs, il y a la question aussi il y a plein de questions liées à ça, mais je pense qu'il n'y a pas que les thèmes scientifiques, il y a aussi les activités. Et nous, on se pose la question typiquement de dans quelle mesure on investit dans la télédétection, dans la génomique. Et c'est des questions, il me semble, qui ne sont pas assez suffisamment posées. Pierre, tu voulais toi aussi dire quelque chose. J'aurais bien aimé vous ramener les questions qui ont émergé dans la journée d'hier, dans le travail qu'a mené la mission Agrobiosciences avec les élèves du lycée agricole de Hauzeville et les élèves de l'école d'ingénieurs de Purpan. Parce qu'en fait, la question qui a émergé beaucoup dans les questions des élèves et des étudiants, c'était la question de la temporalité. D'abord, la temporalité de la crise et des contradictions dans lesquelles les institutions de recherche se trouvent. Un élève a interpellé Philippe Mauguin sur la question de la crise des prions, qui est effectivement grave et même dramatique dans la maison INRAE, pour poser la question, voilà, quand le réel surgit, quand les objets contredisent ou mettent en crise les méthodes de la science, que fait une institution ? Comment une institution assume ses responsabilités quand un objet, le prion, des méthodes scientifiques aboutissent à une issue dramatique avec la mort d'une personne? Ça, c'était une question effectivement qui a montré
dans un cas effectivement très concret, que la question de quelle recherche on se permet de faire ou pas, qu'est-ce que c'est qu'un moratoire, qu'est-ce qu'on continue à faire, qu'est-ce qu'on arrête. Voilà, il y a des questions de responsabilité qui étaient immédiates là, dans le débat entre les élèves et le président directeur général. Et puis, les élèves nous ont aussi, et les étudiants nous ont proposé des capsules vidéo sur des scénarios dystopiques qui nous invitaient à penser, si vous ne vous posez pas les bonnes questions maintenant, si vous ne prenez pas en compte tel paramètre, voilà dans 20 ans, 30 ans où on pourrait se retrouver sur des scénarios roses ou noirs. Mais voilà, c'est l'idée du soin du futur et de la prise en compte des temporalités par la recherche d'aujourd'hui dans la hiérarchie des questions, des objets qu'elle met sur son atelier. Il me semble, Bernard, que tu es assez bien placé pour faire des observations par rapport à cette interrogation que souligne Pierre. Je crois qu'il y a deux choses. La question des prions, c'est épouvantable. C'est épouvantable parce que lorsqu'il a fallu effectivement persuader un certain nombre de chercheurs de quitter leur domaine, de leur zone de confort et leur discipline, la virologie, la toxicologie, etc., pour s'intéresser à ces choses étranges qui étaient les prions, je peux vous dire que les gens qui ont accepté ça ont pris un risque au sens scientifique du terme, c'est-à-dire que, comme je le dis, ils ont accepté de quitter leur zone de confort dans laquelle ils publiaient parce qu'ils étaient reconnus dans leur domaine respectif, pour s'intéresser effectivement à un phénomène qui n'était pas vraiment ni de la toxicologie, ni de la virologie, ni de la bactériologie, etc. Bon. Et donc, effectivement, le fait que, indirectement, mais quand même réellement, ce soit parce que des gens aient accepté de s'engager dans ces recherches qu'on voit aujourd'hui que 2 personnes y ont laissé leur vie, c'est une tragédie. C'est vraiment difficile. Hein. Excusez-moi. Merci Bernard pour ton témoignage. Stéphanie, est-ce que tu veux réagir peut-être très brièvement là-dessus et après je vous donnerai 1 à 2 minutes chacun, pas plus, pour clore sur le point qui vous intéresse vous en particulier, sachant que Bernard va nous rejoindre. Oui, Pierre, excuse-moi. Excuse-moi, Gilles, non, juste pour ne pas laisser de questions orphelines, parce que je pense que Stéphanie peut répondre de manière groupée en ajoutant des réflexions sur les dernières questions qui sont apparues sur le chat. Les questions portent aussi sur la question de la diversité épistémologique, et je pense que Stéphanie sera sensible à l'idée que comment on fait pour arbitrer le champ de la production de la connaissance, si on accepte l'idée du pluralisme épistémologique, comment on articule la mise en cohérence de la production de savoir en société avec le pluralisme épistémologique, donc des voies plurielles d'exploration des mêmes questions. Oui, Stéphanie, excuse-moi de te lire ça, pas trop longtemps. Non, voilà. Et puis, non, mais j'ai mal répondu tout à l'heure, effectivement, j'ai répondu un peu à côté de la plaque, donc je vais essayer de rectifier. Enfin, il y a plein d'études épistémologiques qui, effectivement, s'interrogent sur quel est le meilleur mode de financement, de sorte à privilégier la prise de risque et l'exploration de voies diverses pour aboutir à une même question qui peut être un défi sociétal, hein, c'est pas la question. Et il y a des travaux qui valent ce qui valent, hein, par des modélisations, qui montrent que ce n'est pas forcément en laissant les chercheurs libres de choisir leur sujet qu'on va diversifier au maximum, enfin, qu'on va bien diversifier les voies prises par les chercheurs. C'est-à-dire qu'il y a une tendance assez naturelle à ce qu'on peut appeler un certain conservatisme en sciences, pas au sens politique, bien sûr, mais un conservatisme au sens de on va faire ce qui nous semble déjà un peu balisé. Hein, je pense que, et donc ce que suggèrent ces études, encore une fois, qui valent ce qu'ils valent, c'est qu'il faut injecter un petit peu de pilotage, non pas thématique, justement, l'inverse, mais de pilotage en disant non, bah ça, il y a une autre équipe qui le fait, donc vous faites autre chose, autrement, je ne vous donne pas d'argent. Donc, je simplifie outrageusement, mais en tout cas, c'est l'idée que ce n'est pas forcément en laissant les communautés scientifiques choisir complètement leur sujet de recherche qu'on va minimiser cette tendance au conservatisme. Et donc, il y a peut-être des façons dans le financement de la recherche de favoriser la prise de risque pour favoriser une diversité de voies exploratoires. Je n'ai pas la solution, mais en tout cas, il semblerait que cette question du conservatisme, elle n'est pas forcément là où on l'attend.
Merci Stéphanie. Ce sera mon mot final. Je voudrais juste réagir. Bernard, d'abord, je voudrais te dire que je crois pouvoir me faire le porte-parole de toutes les gens qui nous écoutent, et en tout cas de toutes les personnes INRAE. C'est qu'on est complètement, on participe complètement à ton émotion et à ta compassion et à la solidarité qu'on exprime vis-à-vis des personnes qui sont touchées très, très personnellement et aux familles en particulier, évidemment. Donc, je voudrais dire que tu exprimes une émotion, toi, mais dans laquelle on se ressent tous, quoi. Voilà, et que nous, voilà, je voudrais vraiment dire ça, quoi. Il est l'heure de passer à la dernière phase. Vous avez 1 minute, vraiment 2 minutes grand maximum pour dire finalement l'idée, le message qui vous tient le plus à cœur pour terminer. Peut-être, Célia, est-ce que tu veux t'exprimer en premier pour 7 minutes? Oui, je peux. J'ai un mot que Stéphanie a prononcé là, elle a parlé de risque. Et pour moi, en fait, justement, c'est un enjeu, en fait, compte tenu de la crise à laquelle on fait face et sur laquelle on doit se positionner. On n'a pas le choix, en fait, on est obligé de prendre des risques. Et je pense que ce risque, il doit être encouragé, même s'il doit être aussi encadré. Et ça pose plein de questions sur l'évaluation des chercheurs, sur le pilotage de la recherche qui nous demande de garantir des résultats, etc. Et pour moi, en fait, vu les transformations, y compris en termes de thématiques ou de pratiques, voilà, ça demande à faire des énormes efforts et c'est dur. Et du coup, ces efforts, ils doivent être accompagnés, y compris dans cette prise de risque. Merci Clélia pour cette conclusion totalement provisoire, puisqu'il y aura d'autres possibilités pour toi de t'exprimer. Stéphanie, est-ce que tu veux nous dire, toi, ce qui te tient le plus à cœur pour terminer? Oui, peut-être, je crois qu'on peut partager le constat du fait que le métier de chercheur s'est enrichi de nouvelles dimensions et que ça va de pair avec des attentes des autres composantes de la société beaucoup plus fortes, beaucoup plus ciblées. Et ça, on peut le voir comme le revers de la médaille du succès même de la science. Je dis souvent ça. Le revers de la médaille du succès même de la science dans nos sociétés, la science qui est au cœur de nombre de décisions politiques, de la croissance économique, etc. Et donc, du coup, le revers de la médaille de ce succès, c'est qu'on n'est plus libre d'aller vaquer à nos occupations tranquillement, mais on est extrêmement sollicité dans plein de dimensions par d'autres composantes de la société. Et donc, le métier de chercheur, et ça a des conséquences sur la façon dont on est formé aussi au métier de chercheur, au-delà, évidemment, de l'expertise tout à fait centrale de nos disciplines. Il y a d'autres dimensions peut-être du métier de chercheur auxquelles on devrait être davantage formé dans nos parcours professionnels. Merci. Merci Stéphanie. Pierre, normalement, tu ne fais pas partie de la table ronde en tant que personne complètement légitime, mais je te donne 1 minute et après, je donnerai la parole à Bernard pour qu'il puisse conclure lui-même. Vas-y Pierre, tu as 1 minute. Oui, juste un mot, dire qu'effectivement, cette table ronde, elle illustre bien à la fois la fragilité de la position du chercheur dans la société contemporaine et l'urgente nécessité d'un partage de ces questions fondamentales. On ne peut pas garder pour nous, entre scientifiques, ces questions qui nous travaillent à la fois sur nos valeurs, sur nos engagements, sur la rationalité que nous prétendons porter dans le débat public. Et il est bien et bon d'exposer au grand jour ces doutes, ces questions et cette manière de re-hiérarchiser les choses qui font nos attachements à nos disciplines, à nos objets, à nos communautés, tout simplement. Merci. Merci Pierre. Bernard, il faut que tu mettes ton micro, Bernard. Il faut que tu mettes ton micro. Voilà, ouais. Il est revenu. Oui, 2 choses. Tout d'abord, moi je pense que chaque chercheur vit une aventure individuelle, poursuit un rêve, et que le fait de lui permettre, quoi qu'il arrive quand même, de poursuivre un peu son rêve, c'est une dimension qu'il faut avoir dans une vision. Certains ont parlé de la vision darwinienne de la recherche, je cite personne. Là, il faut s'inscrire en faux. C'est-à-dire que le fait que le management de la recherche, c'est aussi permettre, on dira peut-être que c'est un luxe, mais permettre à chacun de poursuivre un certain rêve, je crois que c'est une dimension importante. Deuxième point, les organismes sont de fausses grandes institutions. En fait, c'est une rue commerçante avec des boutiques de petits artisans. Et le fait de repérer ces petites boutiques et de dire, on a eu l'occasion d'avoir de nombreux débats à l'ANR, tiens, là, il y a quelque chose qui manifestement est en train de bricoler quelque chose qu'il faut encourager, il faut vraiment faire du cousu humain.
Il ne faut pas faire du prêt-à-porter, il faut vraiment effectivement identifier ces trucs qui sont des germes d'avenir. Et puis, je terminerai effectivement par une phrase de Jacques Monod dans son fameux ouvrage sur le hasard et la nécessité qui me semble résumer quand même ce que je voulais dire pendant cette table ronde. Je vous la lis. Hein. La modestie sied au savant, mais pas aux idées qu'il habite et qu'il doit défendre. Autrement dit, effectivement, il faut être à la fois, disons, très fort dans ce qu'on a affirmé sur ce qu'est la science, ce qu'elle peut apporter, ce qu'elle doit dire, et puis aussi trouver le réglage de la modestie, c'est-à-dire ne pas considérer que c'est soi-même qui portons quelque chose, et comme le disait Stéphanie, en fait, on est porteur d'une longue aventure de la science, dont on est des avatars éphémères, hein, et le fait de porter cette longue aventure sans revendiquer effectivement qu'on en est quand même un fleuron. Je crois que c'est ça, cette belle phrase de Jacques Monod. Et vous savez effectivement que François Jacob, lorsqu'on lui demandait de se présenter dans une table ronde, il disait François Jacob retraité. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conclusion, Bernard. Je n'ai rien à ajouter, si ce n'est à vous remercier, Clélia, Stéphanie, toi, Bernard, et puis évidemment Pierre, pour la qualité de cet entretien qu'on a eu sur le mode de la conversation. De ce point de vue-là, c'est réussi. Je laisserai l'auditoire nous dire si c'est réussi du point de vue du contenu. Mais en tout cas, j'étais content qu'on puisse tous amener notre petite pierre à une réflexion sur la construction de cet avenir de la recherche. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir à notre auditoire. Merci.